Cherbourg, un invraisemblable chantier démarre, mobilisant près de 1500 hommes. L'idée de Cessart était une idée qui était totalement révolutionnaire, qui n'avait jamais été réalisée. Ils estimaient pouvoir couler à peu près entre 10 et 15 cônes par an. Une fois achevé, chaque cône est équipé d'une ceinture de 150 grands tonneaux qui en assurent la flottaison. Et pour le tracter, on va installer des bateaux-pontons avec des cabestans qui vont le tirer au fur et à mesure pour les amener à la position qu'on le souhaite. Les cordes, reliant le système de flottaison à la structure, sont alors coupées pour libérer le cône. Et le cône descend, paraît-il, dans un fracas pas possible, des fois en penchant difficilement, avec une grosse inquiétude. Et vous avez une vingtaine de personnes qui sont dessus accrochées, qui attendent que le cône descende et vienne se placer. C'est de loin le chantier le plus ambitieux de l'époque et l'attente suscitée est immense. Preuve en est, le 22 juin 1786, Louis XVI assiste en personne au coulage du 9e cône. Il s'agira du seul et unique voyage en province de tout son règne. Mais l'enthousiasme qui entoure cette visite cache en réalité un triste constat. Le chantier prend un retard colossal. Une fois immergés, les cônes doivent être remplis de près de 10 000 mètres cubes de pierre par d'incessants allers-retours de bateaux. Un véritable défi contre la montre s'engage avec la mer. Le bois n'était qu'un coffrage. Il ne devait durer que 40 jours. Durée qu'on estimait de remplissage de ces cônes. Il savait très bien que plus tard, le bois allait se désagréger au niveau de la mer. Malheureusement, des fois, il y a des tempêtes. Donc on a des cônes qui ont été installés et la superstructure se voit fracassée. Donc on en a un, il a duré que 2 jours. Également, on a des phénomènes de tassement différentiel, ce qu'on connaît très bien sur les châteaux de sable, où les pierres avec l'eau se réarrangent et se tassent sur le sol. Donc certains cônes s'affaissent. Donc d'emblée, dès les premières années, déjà, la fragilité de ce système apparaissait. Et rien ne s'arrangera dans les années suivantes. Les cônes ne résistent pas aux caprices de la Manche. En 1792, alors que seuls 18 des 90 cônes ont été mis en place, le chantier est officiellement abandonné. À cette période, la rade de Cherbourg peut néanmoins compter sur la protection que lui assure sa toute première forteresse maritime, construite sur l'île Pelée à l'extrême est de la rade. Édifié sur la base d'un ancien petit fortin du Moyen-Âge, le fort de l'île Pelée se compose d'une citadelle de granit en son centre, d'une fosse et d'une enceinte fortifiée bâtie sur 3 étages. Le rez-de-chaussée, pour stocker l'approvisionnement et les munitions, surmonté de 2 étages de bouches à feu, prévus pour accueillir 108 pièces d'artillerie. Première fortification au large défendant le port militaire et la flotte française stationnant dans la rade, le fort a longtemps constitué le premier rempart de défense de Cherbourg. Mais aussi armé soit-il, le fort de l'île Pelée n'est pas en capacité d'assurer seul la défense d'une position aussi stratégique. C'est pour cette raison qu'en 1802, Bonaparte, alors premier consul de la République, ordonne la reprise du chantier de la digue. Il demande à ce que la partie centrale soit aménagée pour y implanter une batterie de canons. Sa détermination est grande. Il déclare même vouloir renouveler à Cherbourg les merveilles de l'Égypte. Et il va se donner les moyens de ses ambitions. Des tonnes de pierres sont acheminées par bateau jusque sur zone. Sur la base que forment les restes des cônes, on coule ces blocs de pierre, plus gros et plus lourds que les précédents, jusqu'à arriver à quelques mètres de la surface. À marée basse, ces pierres sont maçonnées avec du mortier hydraulique afin de créer un soubassement suffisamment solide pour y édifier la digue. C'est sur cette assise que les ingénieurs vont construire l'ouvrage défensif voulu par Napoléon Bonaparte. En 1804, cette batterie de canons est en place et abrite une garnison de 80 soldats. Contre vents et marées, les travaux de la grande digue se poursuivent. Bonaparte a la folie des grandeurs. 3 ans plus tôt, démarrait l'un des chantiers les plus ambitieux de son règne. En 1801, Bonaparte a relancé le projet fou d'une fortification qui serait bâtie au large sur un banc de sable entre l'île d'Aix et d'Oléron. Un véritable vaisseau de pierre, de près de 100 mètres de long, sur 50 mètres de large, capable d'interdire l'accès à l'estuaire de la Charente et donc à l'arsenal militaire de Rochefort. Tant que cette forteresse ne sera pas édifiée, la marine anglaise ne cessera de lancer des incursions sur la zone.
Pour Bonaparte, Fort Boyard doit absolument voir le jour. En 1801, les conditions pour lancer les travaux de Boyard sont toutes réunies. D'abord, on a un pouvoir fort qui concentre toutes les décisions entre ses mains. Il y a de l'argent pour le faire. Et puis surtout, Napoléon il est en guerre contre toute l'Europe, et singulièrement contre l'Angleterre. Donc, protéger les côtes, c'est absolument capital. On a affaire à un chantier absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le fort doit avoir la dimension de 2 terrains de football. Rien que ça. Et évidemment, il faut le construire sur du sable. Donc le premier défi technologique consiste à créer le récif artificiel qui pourrait permettre, à terme, de mettre en chantier la fortification. Et puis c'est aussi un moment où on a une culture d'ingénieurs un peu nouvelle qui se concrétise dans la création de l'école polytechnique en 1794. Et les meilleurs ingénieurs choisissent la marine. C'est vraiment la voie royale. Et ces ingénieurs, ils ont un esprit de corps aussi. Donc ils communiquent entre eux, ils échangent. Les ingénieurs qui vont travailler à Cherbourg, par exemple, ils vont communiquer des choses aux ingénieurs qui vont prendre en charge le chantier de Boyard, et réciproquement. Tout comme à Cherbourg, c'est donc la technique dite des pierres perdues qui est choisie. Des tonnes de pierres sont déversées sur le banc de sable afin de créer un enrochement suffisamment solide et découvert à marée basse. Sur ce tas de cailloux, 3 assises en pierre de taille seront assemblées pour former une base de 100 mètres de long sur 50 de large, sur laquelle viendra se poser l'édifice. Et donc, on va avoir des navires qui, à la manière de ce qui se passait à Cherbourg pour immerger les côtes en 1787, eh bien, chargent ces gros blocs de pierre et puis, par un système de trappe, vont permettre de les immerger à l'endroit voulu. C'est un chantier pharaonique. Ça permet d'embaucher toute une main-d'œuvre locale qui se trouve finalement occupée à conduire les navires qu'on appelle des gabarres, qui sont des gros navires de charge, qui se trouve également occupée à marée basse à aller disposer les gros blocs pour qu'ils aient une espèce d'assise plus solide. Et donc ça crée tout un travail, notamment sur l'île d'Oléron, parce que le camp de base de la construction du Fort Boyard est une petite cité à l'embouchure d'un chenal qui prendra le nom de Boyardville et qui sera la zone de résidence des ingénieurs. Pendant plus de 5 ans, le chantier mobilisera jusqu'à 500 ouvriers à la fois. Coûte que coûte, l'enrochement artificiel doit atteindre le niveau des basses mers pour que l'assise y soit implantée. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce que d'abord c'est une basse énorme et puis parce qu'il y a des mouvements de mer constants. Ce qu'on arrive à mettre en un an, une tempête en hiver, va tout balayer et répartir les cailloux partout. On est en guerre ouverte avec l'Angleterre. Très régulièrement, il y a des frégates britanniques qui viennent tirer à coups de canon sur les ouvriers. On est obligé de travailler en tenant compte des marées, donc des fois on travaille la nuit, c'est quand même extrêmement compliqué. Et puis ça mobilise un monde fou. On est dans quelque chose de déraisonnable, mais on est plus fort que la nature. Ça aussi, Napoléon, il ne va pas se laisser faire par la mer. C'est le plus grand, c'est l'empereur. Et l'empereur, devant l'empereur, tout doit céder. Mais les moyens manquent et le chantier ne va pas très vite. Certains bateaux sombrent même avec leur chargement et leur équipage avant d'avoir atteint le chantier. Et pour ne rien arranger, l'enrochement artificiel se révèle particulièrement instable, malmené par les courants marins. Durant l'hiver 1807, les 60 000 mètres cubes de pierre acheminés sur place s'enfoncent et l'assise disparaît. Et donc c'est un peu le mythe de Sisyphe ou le tonneau des Danaïdes. Plus on met de pierre, plus ça s'enfonce et plus il faut en mettre. Et donc ça crée évidemment des retards et des surcoûts pour ce chantier. À l'aube du 19e siècle, le projet de Fort Boyard est une nouvelle fois menacé. En août 1808, Napoléon vient en personne constater le retard pris sur le chantier de Fort Boyard. Alors on a des récits fabuleux, presque mystiques, de l'empereur sur son tas de cailloux. Et il va décider de réduire la taille du fort, de le ramener à des proportions un peu plus raisonnables, de 40 mètres sur 20, ce qui est déjà pas mal. Mais les travaux continuent, et continuent comme ça jusqu'en 1809. 1809, l'année d'un nouveau coup de grâce porté au rêve de l'empereur. Le 11 avril 1809, 76 navires battant pavillon anglais approchent de l'île d'Aix. En face, les Français n'alignent que 11 vaisseaux et 4 frégates. Les Anglais chargent 50 navires d'explosifs et les lancent droit sur la flotte française. C'est le drame. Les brûlots enflamment les navires français qui finissent par s'échouer. Donc ça va être une grosse déconvenue pour Napoléon, une grosse désillusion, et ça va le décider finalement à mettre un terme au chantier du Fort Boyard, prenant acte du fait qu'on est incapable d'assurer la sécurité d'un tel chantier dans l'état de faiblesse qui est celui de la marine française à l'époque.
Pour tout de même barrer l'accès à l'arsenal de Rochefort, Napoléon entreprend la construction d'une forteresse bien plus modeste, implantée entre l'île d'Aix et la presqu'île de Fouras, le fort Ainet. Facilement accessible depuis les côtes, il est plus simple à construire et sera achevé en 3 ans seulement en 1812. En parallèle, Napoléon renforce les défenses de l'île d'Aix en y implantant de nouvelles fortifications. Mais pendant près de 30 ans, le projet du Fort Boyard tombe quant à lui dans l'oubli. Il faudra attendre le règne de Louis-Philippe pour que, contre toute attente, sa construction soit à nouveau envisagée. Ce qui change finalement la donne en ce qui concerne le chantier du Fort Boyard, ce sont des conditions géopolitiques. C'est-à-dire qu'il faut attendre les années 1820, 1830 pour que les Anglais aient suffisamment confiance dans les traités de paix qu'ils ont forcé la France à signer en 1815, pour qu'ils voient d'un œil tout à fait neutre, finalement, la relance du chantier de fortification sur le banc du Fort Boyard. Alors en 1837, on s'intéresse à nouveau au projet du Fort Boyard parce qu'on s'intéresse à nouveau à l'arsenal de Rochefort. Et pourquoi on s'y intéresse? C'est pas parce qu'on est en guerre, pour une fois, mais c'est parce qu'à Rochefort, il se passe beaucoup de choses en termes d'expérimentation. C'est le grand moment où on réinvente la marine de guerre, on va passer de la voile à la vapeur et puis du bois au fer. Et donc, c'est intéressant Rochefort, donc il faut le protéger. Et donc Fort Boyard revient comme un projet un peu récurrent et on va regarder où ça en est. Et on s'aperçoit que l'enrochement qui s'était arrêté en 1809, il est là, il est stable et il s'est enfoncé d'1 mètre. Mais alors il est costaud. Le premier défi consiste à terminer l'enrochement artificiel en l'élevant jusqu'au niveau des basses mers et surtout en évitant que ces nouvelles pierres perdues s'affaissent et se dispersent entre chaque marée. Voilà, c'est une sacrée affaire parce qu'il faut inventer des techniques qui permettent d'avoir des mortiers qui supportent l'eau. Et la relance du chantier du Fort Boyard, elle bénéficie d'un certain nombre de progrès techniques, puisque dans le milieu des années 1820, on a de nouveaux ciments qui sont disponibles. On va beaucoup utiliser de la pouzzolane, qui est une espèce de pierre volcanique qu'on réduit en poudre. On fait tout ça, bien sûr, à Boyardville. Le chantier reprend du service. Et on le mélange avec de la chaux et ça permet d'avoir un mortier qui a un grand avantage pour Boyard, c'est qu'il durcit à l'eau. Donc c'est ça qu'on va faire. Le ciment prend suffisamment rapidement pour qu'il soit finalement pris lorsque la marée vient à l'immerger. Et comme ça, on va commencer tranquillement à réussir à faire un récif qui s'immerge et puis qui s'émerge de façon régulière. Tout ça est assez costaud. En 1848, la plateforme est achevée, on n'attend plus que le fort, on peut commencer les travaux. Entre 300 et 500 ouvriers vont se relayer nuit et jour sur ce chantier hors norme.